Et pour célébrer nos lauréats, je suis un peu effrayé de réaliser que c'est déjà ma 16e cérémonie. Elles sont passées à une vitesse folle. Le 4 décembre au matin, à 7h15, la princesse Anne est entrée à Buckingham Palace. Pourtant, un porte-document en cuir qui n'avait pas été ouvert depuis plus de 2 ans. À l'intérieur se trouvaient des documents que sa mère n'avait jamais voulu rendre publics, du moins pas du vivant de certaines personnes. À 8h30, 3 membres importants de la famille royale, stupéfaits, restaient assis dans un silence glacial, fixant des mots écrits de la main d'Élisabeth, des mots qui nommaient des personnes, réglaient des comptes et révélaient des vérités que la monarchie avait soigneusement dissimulées pendant des décennies. Ce qu'Anne avait trouvé n'était pas qu'une simple collection de papiers. C'était un règlement de compte. Restez avec nous, la découverte. La découverte eut lieu un après-midi de fin novembre. 3 jours avant le passage à décembre, la princesse Anne se trouvait seule dans les appartements privés du château de Windsor pour superviser ce qui devait être une inspection de routine des réserves du domaine. La pièce était froide, malgré le ronronnement du radiateur dans un coin et la pâle lumière hivernale qui filtrait à travers des fenêtres non nettoyées depuis des semaines. Elle était là pour inventorier les effets personnels restants des objets restés intacts depuis le décès de la reine Élisabeth, plus de 2 ans auparavant. Anne s'acquitta de cette tâche avec son efficacité habituelle, vérifiant les listes d'inventaire, marquant les boîtes, veillant à ce qu'aucun objet de valeur historique ne soit négligé. Elle avait déjà effectué ce travail, connaissait le protocole, savait quels objets devaient être conservés aux archives et lesquels pouvaient être discrètement distribués à la famille. Mais lorsqu'elle ouvrit l'étroite armoire dissimulée derrière un faux panneau, quelque chose la fit hésiter. Le coffre-fort était petit, peut-être de la taille d'une boîte à pain. Il était d'un vert foncé et rayé par des décennies d'utilisation. Anne savait que sa mère avait conservé des coffres-forts dans différentes résidences pour ses bijoux, sa correspondance importante et des documents privés destinés à elle seule. Mais celui-ci lui paraissait différent. Il ne figurait dans aucun des registres successoraux officiels. Aucune clé n'avait été enregistrée auprès du personnel de maison. Et lorsqu'Anne découvrit enfin la combinaison, écrite de la main de sa mère sur un bout de papier glissé dans un vieux carnet d'adresses, son cœur s'emballa d'une façon inattendue. À l'intérieur du coffre se trouvait un unique porte-document en cuir bordeaux à bordure dorée, du genre qu'Elizabeth affectionnait depuis des décennies. Un ruban noir nouait le paquet et sur le devant, en lettres indéniables, on pouvait lire « À ouvrir par Anne seulement ». Elle le fixa longuement, sans bouger. Anne n'était pas du genre à se laisser facilement impressionner. Elle avait passé sa vie entière à naviguer sur le fragile équilibre entre devoir et émotion, entre les exigences de sa couronne et les murmures de son cœur. Mais là, dans le silence glacial de l'ancien dressing de sa mère, tenant un porte-document à son nom et à celui de personne d'autre, elle ressentit une émotion proche de la peur. Elle défit lentement le ruban, ses doigts fermes, malgré le poids qui pesait sur sa poitrine. À l'intérieur se trouvaient des lettres, une vingtaine environ, écrites sur le papier à en-tête du palais qu'Élisabeth utilisait pour sa correspondance privée. Sous les lettres se trouvait une enveloppe scellée portant un seul mot, « Instruction ». Anne souleva la première lettre et reconnut immédiatement la date. Elle avait été écrite quelques mois seulement avant la mort d'Élisabeth, à une époque où la santé de la reine commençait à décliner, mais où son esprit restait aussi vif qu'auparavant. Son écriture était plus lente, ses traits plus appuyés, mais sa voix était indubitablement la sienne. « Ma très chère Anne », commençait la lettre, « si tu lis ceci, c'est que je suis partie et que tu es celle à qui j'ai confié ce que je ne pouvais dire à voix haute. » La gorge d'Anne se serra. Elle s'assit sur le bord d'une chaise voisine, le portfolio posé sur ses genoux, et poursuivit sa lecture. Les paroles de sa mère étaient calmes, posées, imperturbables.
Elizabeth a écrit sur les décisions qu'elle avait prises, les regrets qu'elle nourrissait, les vérités qu'elle avait choisi d'enfouir par respect pour l'institution. Elle a écrit sur Andrew, sur les choix qui avaient mené à sa perte et sur la culpabilité qu'elle ressentait de ne pas avoir agi plus tôt. Elle a écrit sur Harry, sur la fracture qui s'était ouverte au sein de la famille et sur la douleur qu'elle en ressentait, même si elle en comprenait la nécessité. Mais ce sont les dernières pages qui ont le plus profondément marqué Anne. Elizabeth avait laissé des instructions claires et sans équivoque sur la manière dont certaines affaires familiales devaient être réglées après sa mort. Elle avait désigné Anne comme exécutrice testamentaire, et non Charles, ni William, mais Anne, la fille qui avait toujours compris que le devoir primait, même lorsque cela impliquait des sacrifices. Anne lut chaque lettre 2 fois, s'imprégnant du poids de ce que sa mère lui avait confié. Lorsqu'elle eut terminé, la lumière hivernale extérieure avait presque disparu. La pièce semblait plus froide qu'auparavant, et le silence l'oppressait de toutes parts. Elle referma soigneusement le porte-document, renouant le ruban noir de main qui tremblait légèrement. Pour la première fois depuis des années, la princesse Anne ressentit toute la gravité de l'héritage, non pas les couronnes, les titres ou les domaines, mais le poids de la vérité léguée par celle qui l'avait portée seule bien trop longtemps. Et tandis qu'elle se levait pour partir, le porte-document glissait sous son bras. Une pensée s'imposa à son esprit avec une clarté absolue. Il ne s'agissait pas d'un simple recueil de lettres. C'était un bilan préparé par sa mère, sachant que la famille en aurait besoin, sachant qu'Anne serait assez forte pour le mener à bien. La question était désormais de savoir si la monarchie était prête à affronter l'héritage d'Élisabeth. Pourquoi maintenant? Pour comprendre pourquoi la découverte d'Anne a eu un tel impact début décembre 2025, il faut revenir sur la fragilité de la monarchie durant ces mois d'hiver. L'institution qu'Élisabeth avait dirigée pendant 70 ans traversait la période la plus incertaine de son histoire moderne, et les pressions qui s'exerçaient sur la couronne avaient atteint un point où même les vérités les plus soigneusement dissimulées ne pouvaient plus rester cachées. Le roi Charles, alors dans sa 3e année de règne, avait géré le trône avec une constance qui surprenait même ses détracteurs. Mais à la fin de l'automne, ses proches ont perçu de subtils changements. Son emploi du temps avait été discrètement modifié, ses engagements publics réduits et ses rendez-vous médicaux, bien que jamais évoqués publiquement, se faisaient plus fréquents. Le palais ne publia aucun communiqué officiel, mais les principaux collaborateurs comprenaient la situation. Charles rencontrait des problèmes de santé qui exigeaient une prise en charge attentive, et le poids du pouvoir durant cette période tumultueuse commençait à se faire sentir. Cela exerçait une pression énorme sur William, qui devait jongler avec une part croissante de ses obligations royales, sa propre famille et les complications persistantes liées au départ de Harry et Meghan. Catherine, bien que se remettant bien de ses problèmes de santé du début d'année, restait prudente et ne voulait pas se surcharger. La famille Wales était devenue le visage public de l'avenir de la monarchie, mais le poids de cette responsabilité s'alourdissait de mois en mois. Au sein du palais, les discussions sur l'avenir de la monarchie se faisaient plus pressantes. William prônait une modernisation, une rationalisation et une structure plus légère, capable de résister aux exigences du numérique. La princesse Anne, bien que sensible à ses objectifs, craignait que des changements trop rapides n'érodent les traditions qui donnaient tout son sens à l'institution. Camilla, assumant son rôle de reine consorte avec une grâce inattendue, se trouvait tiraillée entre le soutien à la vision de Charles et la nécessité de le protéger du stress engendré par chaque décision difficile. Mais la pression la plus forte venait de l'extérieur du palais. L'opinion publique, notamment chez les jeunes générations, remettait en question la pertinence de la monarchie plus ouvertement que jamais. Les sondages révélaient un déclin du soutien à l'institution, notamment dans les pays du Commonwealth,
où la question d'une rupture avec la couronne était passée du statut de sujet marginal à celui de débat public. Le palais ne pouvait plus se permettre de faux pas, de scandales ou de controverses non résolues qui alimentaient l'image d'une famille dysfonctionnelle et dépassée, attachée à ses privilèges. La situation d'Andrew demeurait une source constante d'inquiétude pour l'institution. Bien qu'écarté de la vie publique et déchu de ses titres, il continuait de faire la une des journaux pour des raisons négatives. Son déménagement hors de la résidence royale était achevé, mais le processus avait été chaotique, interminable et largement couvert par les médias internationaux. Chaque article concernant Andrew rappelait au monde ses liens avec Jeffrey Epstein, et chaque rappel nuisait à la crédibilité de la monarchie. Harry et Meghan, de leur côté, continuaient de susciter la controverse outre-Atlantique. Leurs interventions médiatiques, leurs interviews et leurs déclarations soigneusement orchestrées entretenaient le récit des Sussex, compliquant les efforts du palais pour présenter un front uni. Le public américain, notamment les téléspectateurs plus âgés qui se souvenaient de Diana, restait profondément attaché à l'histoire du couple, tandis que l'opinion publique britannique se lassait de ce feuilleton incessant. C'est dans ce contexte que la découverte d'Anne prit une telle importance. Élisabeth avait traversé des décennies de crise royale, des abdications au divorce en passant par les scandales qui menaçaient l'existence même de la couronne. Elle comprenait mieux que quiconque comment le silence, lorsqu'il se prolongeait, pouvait engendrer des complications, et elle avait constaté de visu comment des conflits familiaux non résolus, laissés à l'abandon, finissaient par exploser et nuire à tous ceux qui y étaient impliqués. Anne soupçonnait, sans pouvoir encore le prouver, que sa mère avait écrit ces lettres durant les derniers mois de sa vie précisément parce qu'elle pressentait les troubles à venir. Elizabeth savait que Charles serait confronté à des pressions auxquelles elle avait été épargnée. Elle savait que William aurait besoin d'être guidé pour naviguer au sein d'une monarchie tiraillée entre tradition et transformation, et elle savait que certaines vérités, notamment celles concernant Andrew et Harry, finiraient par éclater, que la famille le veuille ou non. En confiant ce portefeuille à Anne, Elizabeth avait choisi la seule personne en qui elle avait confiance pour en gérer le contenu avec discrétion et courage. Anne n'avait jamais recherché la notoriété, elle n'avait jamais courtisé le public ni façonné son image pour les médias. Elle accomplissait son travail année après année sans se plaindre ni attendre de reconnaissance. Cette constance, cet engagement indéfectible envers son devoir, était précisément ce dont ce moment avait besoin. La découverte de ce qui s'était passé quelques jours avant décembre semblait presque intentionnelle. Le palais se préparait pour la période de Noël, une période où l'image publique de la monarchie revêtait une importance capitale. Des dignitaires étrangers seraient accueillis et des événements caritatifs seraient organisés. La famille royale serait photographiée ensemble, projetant une image d'unité et de continuité aux yeux du monde entier. Mais sous cette facette soigneusement entretenue, des fissures s'étaient creusées et Anne, tenant entre ses mains les dernières instructions de sa mère, comprit que le vernis ne tiendrait plus longtemps, quoi qu'Elizabeth ait écrit dans ses lettres, quelle que soit la vérité qu'elle y ait consignée, quels que soient les conseils qu'elle ait laissés, tout cela était destiné à ce moment précis. Il n'y a pas 2 ans, quand la douleur était encore vive, ni dans 5 ans, quand les souvenirs se seraient estompés, mais maintenant, en cet hiver 2025, alors que la monarchie avait plus besoin de clarté que de réconfort, Anne savait ce qu'elle devait faire. Elle lirait chaque lettre attentivement. Elle respecterait les dernières volontés de sa mère et en remettrait le contenu à Charles et William, même si cela rouvrait des blessures que la famille s'était efforcée de refermer, car Elizabeth avait compris quelque chose que les autres étaient encore en train d'apprendre. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, était toujours plus forte que le silence. Le pilier du palais. En réalité, Anne pressentait quelque chose depuis des mois avant de trouver le coffre-fort.
De petits détails, facilement négligeables pris isolément, mais qui, ensemble, formaient un schéma de plus en plus délibéré. Tout a commencé au début de l'automne, lors d'un déjeuner privé à Balmoral, lorsqu'une employée de longue date, au service d'Elizabeth depuis près de 40 ans, fait une remarque curieuse. Sa Majesté était très pointilleuse sur certains objets durant sa dernière année, avait-elle murmuré, presque avec hésitation. Elle passait des après-midi entières à écrire des lettres, à sceller des enveloppes, à ranger des papiers d'une manière qui nous était totalement étrangère. Quand nous proposions notre aide, elle souriait et disait que c'était quelque chose qu'elle seule pouvait faire. Anne avait mis cette remarque de côté à l'époque, l'attribuant aux préparatifs naturels d'une personne consciente de la finitude de son temps, mais le souvenir lui revint des semaines plus tard, lorsqu'elle examinait des documents successoraux et remarqua plusieurs incohérences dans les inventaires. Certains effets personnels qu'Elizabeth avait l'habitude de conserver figuraient sur la liste des transferts ou des déménagements, sans qu'aucune destination ne soit précisée. Interrogée par Anne, l'équipe a échangé des regards gênés et a admis avoir reçu l'ordre de ne pas tout consigner. « De quel droit ?» a demandé Anne. « De Sa Majesté », fut la réponse. Elle a dit que certaines choses devaient rester privées jusqu'au moment opportun. L'expression « jusqu'au moment opportun » s'est ancrée dans l'esprit d'Anne. Sa mère avait été méticuleuse quant au protocole royal, veillant à ce que chaque objet, chaque document, chaque correspondance soit correctement archivée. Qu'Elizabeth ait délibérément créé des lacunes dans les archives officielles suggérait une intention et non une négligence. Le second signe avant-coureur est apparu lors d'une conversation avec Catherine. Elle se promenait dans le parc de Windsor par un après-midi d'octobre frais et ensoleillé lorsque Catherine mentionna avoir trouvé une vieille lettre d'Elizabeth parmi des livres déplacés des appartements privés. La lettre n'était adressée à personne en particulier, mais elle contenait des conseils pour gérer les conflits familiaux avec dignité et préserver son intégrité, même lorsque les pressions institutionnelles exigeaient des compromis. « J'ai eu l'impression qu'elle savait », avait murmuré Catherine, qu'elle comprenait ce qui nous attendait et qu'elle voulait nous laisser un héritage pour nous aider à traverser cette épreuve. Anne avait acquiescé d'un signe de tête, mais au fond d'elle, elle en était de plus en plus convaincue. Elizabeth avait préparé quelque chose, sémant des indices pour ceux qui en auraient le plus besoin. Le troisième signe apparut fin octobre, lorsque Charles évoqua une conversation qu'il avait eue avec sa mère peu avant son décès. Il discutait de la situation d'Andrew, de la pression croissante en faveur d'une action décisive et de la douloureuse réalité que sa présence nuisait à la crédibilité de la monarchie. Elizabeth s'était tue, puis avait dit quelque chose que Charles avait du mal à interpréter. « Il y a des choses que j'aurais dû dire il y a des années, lui confia-t-elle, des choses que j'aurais dû consigner par écrit, mais l'institution passait toujours avant tout, et parfois, l'institution exigeait le silence. » Elle marqua une pause, puis ajouta, « J'espère que le moment venu, quelqu'un aura le courage de dire les vérités que je n'ai pas pu dire. » Charles avait supposé qu'elle parlait de lui, et se doutait du contraire. Début novembre, l'intuition d'Anne s'était muée en conviction. Lors d'une inspection de routine des entrepôts de Windsor, elle s'enquit précisément des effets personnels d'Elizabeth, des objets mis de côté pour être examinés par la famille. Un archiviste principal mentionna qu'une petite collection demeurait intacte, conservée dans les appartements privés conformément aux instructions explicites de la reine défunte. Seule la princesse Anne était habilitée à manipuler ces objets, expliqua l'archiviste. Personne d'autre ne devait y avoir accès avant que tu ne sois prête. Anne sentit un frisson la parcourir, un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid de novembre. Sa mère avait tout prévu. Elle savait qu'Anne finirait par poser les bonnes questions. Elle avait confiance en sa fille pour reconnaître les signes et les suivre jusqu'au bout.
La confirmation finale est intervenue quelques jours seulement avant la découverte. William examinait les protocoles de communication avec des membres importants de l'équipe lorsqu'il a mentionné avoir trouvé, dans d'anciennes notes d'information, des références à des directives confidentielles préparées par Elizabeth mais jamais mises en œuvre. Ces directives ne devaient être diffusées que dans des circonstances particulières qui ne s'étaient encore jamais produites. « Sais-tu ce qu'ils contiennent ?» avait demandé William à Anne en privé. « Non !» avait-elle répondu honnêtement, mais je pense que nous le découvrirons bien assez tôt. Elle avait vu juste. La découverte de fin novembre n'était pas le fruit du hasard, mais l'aboutissement d'un plan soigneusement élaboré par sa mère, sachant qu'Anne en serait la première à le suivre. Elizabeth avait compris la nature de sa fille. Son acharnement au travail, son incapacité à laisser des questions sans réponse, son sens du devoir qui la pousserait à chercher jusqu'à trouver ce qui devait être trouvé. Et maintenant, dans la pénombre hivernale du château de Windsor, le dossier de sa mère entre ses mains, Anne prenait pleinement conscience de l'ampleur du travail accompli par Elizabeth. Elle n'avait pas simplement écrit des lettres, elle avait orchestré une révélation opportune qui surgirait précisément au moment où la monarchie en aurait le plus besoin, transmise par la seule personne assez forte pour la mener à bien. Les signes avant-coureurs étaient là depuis le début. Anne avait simplement eu besoin de temps pour les identifier. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des invitations d'une mère qui savait que sa fille n'ignorerait jamais un devoir, même d'outre-tombe. La pression monte. Le lendemain matin de la découverte du dossier par Anne, elle convoqua une réunion privée. Il ne s'agissait pas d'une réunion formelle en présence du personnel et des conseillers, mais d'une rencontre plus intime et confidentielle. Elle devait partager ses découvertes avec les personnes les plus concernées. Être sûr. Avant que l'information ne filtre à travers les murs notoirement perméables du palais, la réunion était prévue le 2 décembre à 20 h au palais de Buckingham, dans un petit salon rarement utilisé pour les affaires officielles. Anne arriva la première, son porte-document en cuir sous le bras, le visage impassible mais indéniablement grave. Charles entra quelques minutes plus tard, plus lentement que d'habitude, le poids des derniers mois. William suivit, le visage figé dans la neutralité calculée qu'il avait perfectionnée au fil des années sous le regard du public. Camilla arriva en dernier, se glissant dans la pièce avec la grâce discrète de celle qui s'est observée avant de parler. Elle prit place près de Charles, sa main effleurant brièvement son bras pour le soutenir. Anne ne perdit pas une seconde. Elle déposa le dossier sur la table basse entre elles et expliqua où elle l'avait trouvé, comment il avait été délibérément caché et comment les instructions d'Elizabeth indiquaient clairement qu'il était destiné à Anne seule. Puis elle l'ouvrit et commença à en décrire le contenu. « Maman a laissé des lettres », dit Anne d'une voix assurée mais teintée d'une émotion plus profonde. 23 d'entre elles, écrites durant les derniers mois de sa vie. Elles abordent des questions qu'elle estimait insolubles de son vivant, mais qui, selon elle, nécessiteraient une résolution après sa mort. Charles se pencha légèrement en avant. « Qu'est-ce qui compte ?» Anne soutint son regard. « Andrew, Harry, la future structure de la monarchie et des conseils précis sur la façon dont chacun de vous doit gérer les pressions que vous subissez actuellement. » Un silence s'installa dans la pièce. La mâchoire de William se crispa presque imperceptiblement. L'expression de Camilla passa de la curiosité à l'inquiétude. « Elle a également laissé des instructions. » poursuivit Anne. Des directives scellées concernant les actions qu'elle jugeait nécessaires. Certaines sont des recommandations, d'autres plus explicites. « Explicite comment ?» demanda William. Anne hésita, choisissant soigneusement ses mots. Elle a consigné des conversations, des décisions et des événements qui n'ont jamais été rendus publics. Des éléments concernant le comportement d'Andrew avant que les scandales n'éclatent, ultimement compte. Des éléments concernant Harry et les circonstances de son meurtre.
Elle y écrivait ses propres erreurs, les choix qu'elle regrettait et les vérités qu'elle jugeait nécessaires que la famille connaisse, même si elles étaient douloureuses. Charles se laissa retomber lourdement dans son dos, le visage pâle. Elle tenait des registres? De sa propre main, confirma Anne. Détaillés, datés, attestés par elle seule, mais écrits dans l'intention qu'ils finissent par être révélés. Camilla prit la parole pour la première fois, d'une voix basse et posée. Pourquoi maintenant? Pourquoi les avait-elle structurés ainsi? Anne apprécia la question. C'était précisément la question qu'elle se posait. Je crois qu'elle savait que le moment choisi serait crucial. A publier cela immédiatement après sa mort aurait déstabilisé la transition vers votre règne, dit-elle en regardant Charles. Mais trop attendre risquait de rendre l'information obsolète ou de diviser tellement la famille que les conseils seraient ignorés. Et elle vous faisait confiance pour savoir quand le moment serait venu, dit William, sans vraiment poser de questions. Oui, répondit simplement Anne. La tension était palpable dans la pièce. Charles semblait tiraillé entre le désir de tout savoir immédiatement et la crainte de ce que les lettres pourraient y contenir. L'esprit stratégique de William, quant à lui, en calculait déjà les implications. Comment gérer le contenu? Quels risques il représentait? Quelles opportunités il pouvait offrir? Camilla resta immobile, son regard passant d'un homme à l'autre, guettant leur réaction. « Il y a autre chose », dit Anne à voix basse. « Maman a écrit qu'elle s'attendait à de la résistance. Elle s'attendait à ce que certains d'entre vous souhaitent garder le contenu confidentiel pour protéger la famille ou préserver certaines relations. Elle m'a formellement interdit de le permettre. » La voix de Charles était tendue. « Elle souhaite que cela soit rendu public. » Passe tout, a précisé Anne, mais les vérités essentielles, les directives concernant Andrew, la clarification des limites institutionnelles. Oui, elle était convaincue que la monarchie ne pouvait progresser en portant le poids de connaissances non dites. William se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. « Ça va faire un scandale. » Si la presse apprend que grand-mère a laissé des instructions confidentielles concernant des membres de la famille, des décisions passées, des choses que nous avons niées ou minimisées pendant des années, elle finira par le savoir, l'interrompit Anne d'un ton ferme. C'est précisément ce que disait maman. Mieux vaut maîtriser la situation maintenant que de la laisser dégénérer alors que nous y sommes moins préparés. Camilla reprit la parole, d'un ton pragmatique malgré la tension palpable. « Et Andrew, tu lui as dit? » Anne secoua la tête. « Pas encore. Je voulais d'abord ton accord sur la marche à suivre. » Charles finit par trouver sa voix, mais elle tremblait d'un tremblement qu'Anne entendait rarement. Que dit-elle de lui? Anne ouvrit le dossier et en sortit une lettre précise. Elle y relate des conversations où il lui mentait, des situations où elle l'a protégé malgré sa connaissance du bien et sa propre culpabilité de ne pas avoir agi avec plus de fermeté dès l'apparition des premiers éléments. Elle écrit qu'elle a failli à sa mission envers lui en le protégeant des conséquences de ses actes et envers l'institution, en lui permettant de rester à des postes pour lesquels il s'était déjà révélé inapte. Le silence qui suivit fut assourdissant. Charles ferma brièvement les yeux, absorbant le poids des paroles de Samu. William se détourna de la fenêtre, le visage grave mais sans surprise. La main de Camilla se crispa légèrement sur le bras de Charles. « Il y a autre chose », dit Anne d'une voix douce. À propos de Harry, des décisions prises lors des négociations du Megxit, des conversations qui n'ont jamais été divulguées. Maman était méticuleuse. La voix de William était froide lorsqu'il prit enfin la parole. « Quand est-ce qu'on les lit? » Anne les examina une à une. « Maintenant, tous ensemble, car une fois sortis de cette pièce, nous devons être unis pour avancer. » La pression montait depuis des semaines, mais à cet instant précis, lorsqu'Anne commença à distribuer les lettres écrites par sa mère, elle atteignit son point de rupture, la révélation. La lecture dura près de 3 heures,
Anne distribua les lettres méthodiquement, laissant à chacun le temps d'assimiler les paroles d'Elizabeth avant de passer à la suivante. Certaines lettres étaient adressées à des personnes en particulier, d'autres étaient des observations générales destinées à tous. Mais chaque page portait la voix inimitable d'une femme qui avait passé 7 décennies à naviguer dans l'impossible équilibre entre famille et couronne, et qui avait finalement choisi la vérité plutôt que la discrétion. La première lettre que Charles lut lui était adressée personnellement. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il dépliait le papier, et les témoins virent son expression passer de l'appréhension au chagrin au fur et à mesure qu'il lisait le texte. Elizabeth y évoquait le fardeau de la monarchie, les sacrifices qu'il exigeait et la solitude qui accompagnait la couronne. Elle reconnaissait ses luttes de son vivant, les critiques qu'il avait essuyées, la patience dont il avait dû faire preuve pendant des décennies, en attendant le rôle pour lequel il était né. Puis son ton changea. Elle écrivit sur son plus grand défaut, sa loyauté envers ceux qui ne la méritaient pas. Elle nomma Andrew nommément, détaillant des conversations où Charles avait défendu son frère, malgré les preuves de plus en plus nombreuses de ses erreurs de jugement, voire pire. « Tu as toujours cru au meilleur chez les gens », écrivait Elizabeth. C'est l'une de tes plus belles qualités, mais aussi ta plus grande faiblesse. Andrew a exploité cette bonté à maintes reprises, et j'ai failli à ma mission envers vous deux en n'intervenant pas plus fermement. Charles déposa la lettre avec précaution, le visage marqué. Camilla se pencha et lut par-dessus son épaule, son expression se crispant à l'écoute du jugement sans détour de la reine. La lettre de William était différente dans le ton, mais tout aussi incisive. Elizabeth loua son dévouement au devoir, sa préparation minutieuse à son futur rôle de roi, sa protection de Catherine et de leurs enfants, mais elle le mit aussi en garde contre la rigidité, contre le danger de se focaliser tellement sur la préservation de l'institution qu'il en oublie les êtres humains qui la composent. « Tu ressembles plus à ta grand-mère que tu ne le crois », avait-elle écrit. Vous comprenez le sacrifice, vous acceptez les choix difficiles, mais n'oubliez pas que la couronne existe pour servir le peuple, et non l'inverse. Ne laissez pas le poids des responsabilités vous endurcir. La lettre se poursuivait avec des conseils précis concernant Harry. Elizabeth reconnaissait la douleur de leur séparation, mais écrivait avec une clarté surprenante sur la nécessité de fixer des limites. Ton frère a fait un autre choix, et tu ne peux pas le sauver des conséquences de ce choix. Aimer quelqu'un. Ce n'est pas le party quand il refuse d'avancer. Laisse-le partir. William. Non pas avec colère, mais avec sérénité. William lut le passage 2 fois, la gorge serrée par la difficulté à avaler. Ces mots étaient une permission dont il ignorait avoir besoin, une validation de la part de la seule personne dont l'opinion comptait plus que tout. La lettre d'Anne était brève mais profonde. Elizabeth la remerciait pour sa vie de service dévouée, pour n'avoir jamais recherché la reconnaissance, pour avoir accompli son travail sans se plaindre ni attendre quoi que ce soit. « Tu es le pilier de cette famille », avait écrit la reine, « et le moment venu, tu seras celle qui aura la force de porter ce que je n'ai pu faire. » Fais-toi confiance, Anne. Tu ne m'as jamais déçu, mais ce sont les lettres concernant Andrew qui se sont révélées les plus dévastatrices. Elizabeth avait consigné des incidents précis s'étalant sur plusieurs décennies, des moments où le comportement d'Andrew avait suscité des inquiétudes, mais avait été géré discrètement pour éviter tout scandale. Elle a relaté les avertissements qu'elle avait reçus de la part de membres du personnel, d'agents de sécurité et de contacts diplomatiques qui lui avaient signalé des agissements troublants lors de visites officielles. Elle a détaillé des conversations au cours desquelles Andrew lui avait menti ouvertement avant que sa malhonnêteté ne soit prouvée. La lettre la plus accablante décrivait une réunion fin 2019, peu après la réapparition publique des allégations concernant Epstein, mais avant l'interview désastreuse d'Andrew à la BBC.
Elizabeth l'avait confronté en privé, exigeant une honnêteté totale quant à sa relation avec Jeffrey Epstein et aux accusations portées contre lui. Andrew l'avait assuré que ces allégations étaient sans fondement, qu'il n'avait entretenu que des contacts sociaux superficiels avec Epstein et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Je savais qu'il l'était, mais je me suis laissé convaincre car l'alternative, accepter que mon propre fils ait agi avec une telle imprudence, était insupportable. Ce manque de courage, je l'emporterai dans ma tombe. Elle a ensuite décrit les conséquences de l'interview à la BBC, son choc face à l'ampleur de son erreur de jugement et sa décision déchirante de le démettre de ses titres et de le retirer de la vie publique. Mais même alors, écrivait-elle, elle avait été trop indulgente, trop encline à lui accorder une dignité qu'il n'avait pas méritée. La monarchie ne peut survivre si l'on protège les méfaits par loyauté familiale, concluait-elle. Andrew aurait dû en subir les conséquences bien plus lourdement il y a des années. J'ai préféré la réputation de l'institution à la justice, et ce choix me hante. Ne répétez pas mon erreur? Charles lut cette lettre avec une douleur visible, la main brièvement pressée contre son front. Le visage de William s'était figé, mais ses yeux reflétaient une sorte de satisfaction. Anne gardait son calme en apparence, mais ceux qui la connaissaient bien pouvaient percevoir la tension dans ses épaules, le poids des aveux de sa mère. Les lettres concernant Harry étaient tout aussi difficiles à lire, quoique moins axées sur les fautes commises et davantage sur la douleur. Elizabeth a décrit la rupture naissante entre les frères, ses tentatives infructueuses de médiation et sa compassion pour les difficultés de Harry, mêlée à sa déception face à ses choix. Elle a reconnu les difficultés d'adaptation de Meghan à la vie royale, mais a relevé des situations où les tensions auraient pu être apaisées, ce qui n'a pas été le cas. Leur grief n'était pas totalement infondé, a écrit Elizabeth, mais leur manière de les exprimer était catastrophique. Couper les ponts peut donner l'impression d'une libération sur le moment, mais cela vous laisse isolé sur l'autre rive. Je crains qu'Harry ne découvre cette vérité lorsqu'il sera trop tard pour reconstruire. Le dernier document du dossier était l'enveloppe scellée portant la mention « Instruction ». Anne ouvrit le document en dernier, lisant à haute voix pour que tous puissent entendre en même temps. Les directives d'Élisabeth étaient claires et précises. La vérité sur le comportement d'André devait être révélée aux historiens de confiance chargés de rédiger les archives royales officielles. Il faudrait proposer à Harry une dernière rencontre privée pour tenter de se réconcilier. S'il la refuse, la famille devrait poursuivre son chemin sans lui. Surtout, la monarchie devrait privilégier la transparence à la tradition lorsque les deux hommes sont entrés en conflit. Le monde a changé, a écrit Elizabeth dans son dernier paragraphe. L'institution dont j'ai hérité a pu survivre grâce au mystère et à la distance. L'institution dont vous héritez doit gagner la confiance par son honnêteté. N'éludez pas les vérités difficiles. Affrontez-les, traitez-les et avancez avec intégrité. Quand Anne eut fini sa lecture, une longue silence s'installa dans la pièce. Dehors, la pluie de décembre avait commencé à tomber contre les fenêtres, un rythme régulier qui emplissait le calme. Charles était assis, la tête baissée. William fixa les lettres étalées sur la table. Le visage de Camilla demeurait impassible, mais sa main restait posée sur l'épaule de Charles. Finalement, Anne prit la parole. Elle nous a donné la permission d'être honnêtes. La question est de savoir si nous aurons le courage de l'utiliser, de tout révéler. L'explosion n'eut pas lieu pendant la lecture, mais dans les heures qui suivirent. Dès le début de l'après-midi du 2 décembre, le contenu des lettres d'Elizabeth s'était répandu comme une traînée de poudre dans le cercle intime. Andrew fut convoqué à Buckingham Palace et arriva sur la défensive, tel un homme qui pressentait déjà le pire. Quand Anne lui tendit les lettres que sa mère avait écrites à son sujet, il devint livide. Il lut d'abord en silence, sa respiration s'accélérant à chaque page. La pièce où ils s'étaient réunis
Un petit bureau privé près des appartements du roi lui parut de plus en plus étroite. Charles était assis en face de son frère, William se tenait près de la fenêtre, et Anne restait postée près de la porte, comme si elle s'attendait à devoir bloquer une issue. Quand Andrew leva enfin les yeux, ils étaient rougis, mais illuminés d'une lueur qui ressemblait à de la trahison. « C'est elle qui a écrit ça? »« Ça, voilà, c'est Braisa. » Ah, maman l'a vraiment tout consigné par écrit? « De sa propre main, » confirma Anne d'une voix douce. Daté, détaillé, destiné à faire partie des archives permanentes. La main d'Andrew tremblait lorsqu'il déposa les lettres. Elle a cru que je lui avais menti? Elle a pensé que j'étais imprudent? Malhonnête. Il regarda Charles aboutant avec désespoir. Tu sais bien que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Tu sais, les médias ont tout déformé. Ils ont exagéré. La voix de Charles était alourdie par l'épuisement. Andrew, elle a consigné les conversations précises. Date. Hers, ce qui a été dit. Ce ne sont pas des spéculations. C'est ce qu'elle a vécu avec vous. Puis elle aimait. À Malcolm. La voix d'Andrew s'éleva brusquement. Elle était âgée. Elle y était. Ne termine pas cette phrase. Coupa Anne d'un ton glacial. Maman a gardé toute sa lucidité jusqu'à la fin. Vous le savez. Nous le savons tous. Andrew se leva brusquement, arpentant la pièce comme un animal pris au piège. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte de verdict posthume? Elle attend d'être morte pour me condamner parce qu'elle n'a pas eu le courage de le faire de son vivant. William se détourna de la fenêtre, sa voix froide et précise. Elle nous livre la vérité que vous avez passé des années à tenter d'enfouir. Elle a consigné tes mensonges, tes échecs, les dégâts que tu as causés à cette famille. Et elle l'a fait parce qu'elle savait que tu ne prendrais jamais tes responsabilités. Des responsabilités? Andrew se retourna brusquement vers lui. Tu veux parler de responsabilités? Ça fait des années que vous attendez le bon moment pour me mettre à l'écart. Toi et Anne, avec votre devoir parfait, votre dévouement exemplaire. Vous n'avez jamais compris ce que c'est que d'être le remplaçant, d'être écarté, d'assumer les conséquences? Anne l'interrompit sèchement. C'est ce que tu allais dire? Parce que oui, Andrew, nous n'avons jamais compris ce que c'est que d'agir de façon irresponsable et d'exiger ensuite d'être protégé des répercussions. Le visage d'Andrew s'empourpra de colère. J'ai servi ce pays. J'étais officier de marine. J'ai fait mon devoir pendant des décennies et une seule erreur, une seule mauvaise fréquentation. Je ne pouvais pas savoir que... Une seule? La voix de William était glaciale. Elle a documenté des années d'inquiétude, des rapports du personnel, des plaintes diplomatiques, des avertissements du personnel de sécurité. Ce n'était pas une simple erreur. Andrew! C'était un schéma que tu avais perfectionné toute ta vie d'adulte. Un silence tendu s'installa dans la pièce. Andrew regarda Charles, cherchant un allié, un signe du frère qu'il avait si longtemps défendu. Mais le visage de Charles était marqué, vieilli par le poids des paroles de leur mère. Lorsqu'il prit enfin la parole, sa voix n'était qu'un murmure. Elle avait raison, Andrew, sur toute la ligne. Je le savais depuis des années et je t'ai quand même protégé. Ma loyauté m'a aveuglé sur ce que tout le monde voyait. Il marqua une pause, les mains tremblantes. Les lettres de maman ne parlent pas seulement de toi. Elles parlent aussi de mon échec, de mon refus d'agir quand j'aurais dû. Andrew le fixa, le regard empli de tristesse. Alors tu m'abandonnes maintenant, après tout ce qui s'est passé? J'accepte la vérité, dit Charles d'une voix douce. J'aurais dû le faire depuis longtemps. C'est alors qu'Andrew a véritablement craqué. Non pas avec des larmes, mais avec une sorte de fureur désespérée qui survient lorsqu'on réalise avoir perdu sa dernière protection. « Très bien, » cracha-t-il. « Publiez les lettres, que le monde voie ce qu'elle pensait vraiment, qu'il lise chaque mot accablant. Mais ne prétendez pas qu'il s'agit de vérité ou de justice. Il s'agit de m'effacer complètement, de faire en sorte qu'il n'y ait aucun retour possible. » La voix d'Anne restait imperturbable. Il n'y avait plus de retour en arrière. « Andrew,
Dès l'instant où tu as menti pendant cet interrogatoire, dès l'instant où tu n'as pas pu justifier tes actes, dès l'instant où tu as fait passer ta réputation avant celle des victimes, il n'y avait plus de retour en arrière. Maman l'avait compris. Elle l'a consigné par écrit pour que nous puissions tous le comprendre. Andrew s'empara des lettres sur la table, ses gestes brusques et incontrôlés. Et Harry? Avait-elle écrit sur lui avec le même mépris? Avait-elle analysé ses échecs avec autant de précision? Elle a écrit sur lui avec tristesse, répondit William d'un ton neutre. Il y a une différence? Harry a fait des choix que nous désapprouvons, mais il n'était ni criminel ni prédateur. Ne comparez pas votre situation à la sienne. Le rire d'Andrew était amer. Creux, bien sûr que non. Harry reçoit de la sympathie. Harry reçoit de la compréhension. Et moi, je suis effacé de l'histoire. Le témoignage de ma propre mère servant de coup de poignard. Il se dirigea vers la porte, mais Anne fit un pas de côté pour lui barrer le passage. « Où vas-tu? »« Loin d'Haïti, » répondit Andrew d'une voix tremblante. « Loin de vous tous. »« Vous voulez que je parte? »« C'est entendu. »« Andrew !» commença Charles en se levant de sa chaise. Mais Andrew bousculait déjà Anne, les lettres serrées dans une main, l'autre tendue vers la porte. « Non, dit-il sans se retourner. N'essaie pas d'adoucir les choses maintenant. Tu as fait ton choix, elle a fait le sien, et j'assumerai le mien. » La porte se referma derrière lui avec un claquement définitif qui résonna dans le bureau. Pendant un long moment, personne ne bougea. Charles se laissa retomber dans son fauteuil, paraissant plus vieux que le matin même. William resta à la fenêtre, la mâchoire serrée. Anne se tenait près de la porte, les mains toujours levées comme si elle allait rappeler Andrew, même si tous savaient qu'elle ne le ferait pas. Camilla, qui était restée assise silencieusement dans un coin pendant toute la confrontation, prit enfin la parole. « Il ne vous le pardonnera jamais. »« Non !» acquiesça doucement Anne. « Il ne le fera pas. » 10 jours, la pluie de décembre continuait de tomber sans discontinuer, sans rien emporter, sans rien changer, marquant simplement l'instant où la fracture familiale s'était muée en un gouffre infranchissable. Les conséquences. La décision de rendre l'affaire publique fut rapide, non sans angoisse. Le soir du 3 décembre, le cercle restreint s'était réuni à nouveau à Buckingham Palace pour décider quelle part des révélations d'Elizabeth devait être divulguée au monde. Le débat fut vif et douloureux et révéla des dissensions qui s'étaient creusées depuis des mois. William plaida pour la transparence. Si nous ne maîtrisons pas ce récit, quelqu'un d'autre le fera. Ces lettres existent. Si le personnel est au courant. Tôt ou tard, des détails fuiteront. Et quand ce sera le cas, on aura l'air d'avoir caché quelque chose. Charles résista. Sa voix était empreinte de tristesse. Ce sont les pensées intimes de notre mère, ses réflexions personnelles sur les affaires familiales. Avons-nous vraiment le droit de les divulguer? Elle nous l'a accordé, rétorqua Anne fermement. Elle les a écrites précisément pour qu'elles soient rendues publiques. Elle voulait que la vérité soit consignée par écrit et non enterrée avec elle. Camilla proposait une perspective différente, forgée par sa propre expérience de l'exposition médiatique. Une divulgation partielle pourrait s'avérer pire qu'une transparence totale. Si nous divulguons certains détails tout en cachant d'autres, on supposera que nous dissimulons les aspects les plus compromettants. L'équipe de communication du palais a présenté des sondages montrant que la confiance du public envers la monarchie a diminué de façon constante au cours de l'année écoulée. Les scandales impliquant Andrew, les tensions persistantes avec les Sussex et les interrogations sur la pertinence de l'institution ont tous contribué à un scepticisme croissant, notamment chez les jeunes. Mais les téléspectateurs plus âgés, notamment aux États-Unis, conservant un profond respect pour la reine défunte, a fait remarquer un conseiller. S'ils apprenaient qu'elle a laissé des directives à la famille, des directives qui abordent les controverses non résolues, cela pourrait en réalité renforcer la confiance du public. I knew it. Un consensus s'était dégagé. Le palais publierait un communiqué soigneusement rédigé
reconnaissant la découverte des lettres privées d'Élisabeth et en résumant les thèmes principaux sans en dévoiler tous les détails. Ce communiqué confirmerait que la reine défunte avait consigné ses préoccupations concernant les affaires familiales, donné des orientations pour la succession et insisté sur l'importance de la responsabilité et de la transparence. L'annonce était prévue à 7h15 le matin du 4 décembre, un horaire choisi pour être diffusé à la fois dans les journaux télévisés britanniques et en fin de soirée aux États-Unis. Alors que l'équipe de communication finalisait le texte, William a formulé une dernière requête. Catherine devait être informée avant que cela ne soit rendu public. Elle a déjà été impliquée dans suffisamment de situations sans prévenir. Anne acquiesça. Catherine avait gagné sa place de confidente de confiance, une personne dont le jugement s'était révélé judicieux lors de crises précédentes. Elle méritait de savoir ce qui l'attendait. La déclaration, une fois finalisée, se distinguait par sa sobriété. Elle confirmait que la princesse Anne avait découvert une collection de lettres privées écrites par la reine Élisabeth durant ces derniers mois. Ces lettres abordaient des questions familiales, des préoccupations institutionnelles et fournissaient des orientations pour les décisions futures. Le document reconnaissait que certains éléments seraient partagés avec les historiens et les archivistes dans le cadre des archives royales officielles, tandis que d'autres resteraient privés afin de protéger les personnes n'étant pas directement impliquées dans la vie publique. Plus important encore, il contenait une phrase qui allait faire la une des journaux pendant des semaines. Les écrits de Sa Majesté témoignent de son engagement indéfectible envers la vérité, la transparence et la stabilité à long terme de la couronne. Cette expression, power et responsabilité, était délibérée. Elle signalait que la monarchie adoptait une nouvelle norme, privilégiant l'honnêteté à la gestion de son image. À l'aube du 4 décembre, la déclaration était prête à être publiée. Le personnel avait préparé des documents d'information pour les gouvernements étrangers, coordonné ses actions avec les bureaux du Commonwealth et alerté les principaux contacts médias. Le palais s'était préparé à la tempête qui allait inévitablement suivre. Anne se tenait seule dans l'obscurité du petit matin, observant les premières lueurs du jour se lever sur l'horizon londonien. Dans quelques heures, la voix de sa mère résonnerait une dernière fois à travers le monde, non pas par des discours ou des apparitions publiques, mais par des mots écrits en privé, destinés précisément à ce moment-là. Le règlement de compte qu'Elizabeth avait préparé allait commencer.